Bonsoir. Donc j'excuse d'abord René Loy qui s'était engagé précédemment pour intervenir ce soir, qui est quelqu'un qui connaît très bien le sujet de la méthanisation, qui est paysan retraité en Bretagne, et donc les Bretons sont encore plus confrontés que nous à la question de la méthanisation. Et donc il ne pouvait pas être là pour différentes raisons ce soir, donc il m'a demandé de le remplacer un peu au pied levé. Je ne suis pas du tout un spécialiste de la méthanisation. Moi, je suis paysan, producteur de lait dans la Manche, entre Saint-Lô et Bayeux, et en exploitation laitière, herbagère, en bio depuis 1997. Donc voilà, et je suis militant à la Confédération paysanne depuis plusieurs années, donc je connais bien René, il m'a demandé de le remplacer. Je ne sais pas trop si j'introduis ou si on commence par les questions. Moi, j'avais prévu présenter un peu rapidement ce que c'est la méthanisation, et puis répondre en termes énergétiques si ça peut être une énergie renouvelable ou pas, par exemple. Quelles sont ses conséquences en particulier sur le modèle agricole? Parce que nous, du point de vue de la Confédération paysanne, c'est plutôt ça que l'on connaît, que l'on maîtrise. Et donc, et puis après, est-ce que ça peut répondre quand même un petit peu ou pas aux enjeux de réchauffement climatique, aux enjeux des questions énergétiques, etc. Donc c'est un peu ça que je vais parler. Voilà. Donc est-ce que vous connaissez tous ce qu'est la méthanisation? Donc c'est transformer de la matière organique en gaz, donc en biogaz. Donc la matière organique, c'est... Donc au départ, ça pouvait être quelque chose de vertueux, la méthanisation, puisque pourquoi pas valoriser tous les déchets, que ce soit les déchets de l'agriculture, mais pas que, les déchets alimentaires, les déchets organiques, des différentes, dans les ordures ménagères par exemple, etc. Essayer d'en faire quelque chose, de les transformer et d'en récupérer le maximum pour éviter d'une part de continuer à libérer du méthane dans l'atmosphère, du gaz à effet de serre, etc. Et puis récupérer l'énergie si c'est récupérable. Donc il y avait des expériences en agriculture de méthanisation qui existaient depuis de longues années, à petite échelle, et qui fonctionnaient bon an mal an, où les gens récupéraient le gaz et valorisaient le gaz. Donc il y a eu un fort développement de la méthanisation de type ce qu'on appelle nous industriel en Allemagne quand même, avant la France, qui commence à revenir déjà en arrière en ce qui concerne l'Allemagne. Donc en France, ça s'est développé de façon un peu plus importante depuis le plan Le Foll. Donc Le Foll, avant de quitter, quand il était au pouvoir, avec le gouvernement Hollande, avait mis en place un projet pour atteindre 1000 méthaniseurs en France. À l'horizon, je crois que c'était 2030, il me semble. Donc avec des moyens, forcément, pour lancer ce type de projet, il n'y a pas d'autre solution que de mettre des moyens financiers pour se développer assez rapidement. Donc ça se voulait... Je pense que l'objectif politique, il était de répondre d'assurer une espèce d'assurance revenu à des productions agricoles en crise quand même, parce que c'est quand même... Ça se résume à ça, la méthanisation, c'est des productions agricoles qui sont en crise, soit financière, donc les productions porcines par exemple, la production laitière qui est quand même pas... C'est pas mirobolant, et en particulier plus les exploitations sont grandes, moins elles sont rentables. Donc, et aussi plus elles sont grandes, plus elles produisent de matières organiques en général, des rejets liés aux animaux. Et plus elles sont grandes, plus elles sont enfermées. Les animaux entre autres, c'est souvent... Une petite exploitation comme la mienne, les vaches sont dehors la majeure partie de l'année, elles sont au maximum 2 mois sans sortir durant la période hivernale, que les exploitations laitières par exemple, ce que je connais le mieux, elles sont toute l'année en stabule pour être traites par des robots, etc. C'est le développement de l'industrie laitière aujourd'hui, l'industrialisation de la production laitière, c'est beaucoup de mécanisation. Il y a des animaux qui ne sortent plus, donc beaucoup de matières organiques, des fumiers, des lisiers qu'il faut forcément, à défaut de les valoriser, les utiliser et les exporter, parce que souvent c'est des exploitations qui sont aussi en excédent. Donc je connais moins le système breton avec
le porc et le lisier de porc. Mais là, c'est aussi... la méthanisation s'est voulue comme étant une réponse aux excédents de lisier en Bretagne. Et donc on y reviendra sur l'effet, le pouvoir méthanogène des lisiers, le lisier, c'est un des produits des déchets, des produits d'agriculture, des sous-produits agricoles, en termes de fumier de lisier, c'est celui qui est le moins méthanogène, parce que donc ça répond absolument, ça répond très difficilement à la difficulté des problèmes bretons, la méthanisation du point de vue de valoriser les lisiers, quoi. C'est un peu mieux concernant la valorisation des fumiers. Donc le fumier, il y a beaucoup de paille dedans, donc la paille a un pouvoir méthanogène beaucoup plus important que les lisiers. Et ce qui a le pouvoir le méthanogène le plus important, c'est les céréales, et entre autres le maïs. Donc vous connaissez tous le développement assez spectaculaire de la culture du maïs sur ces 30-40 dernières années, donc lié au développement, à l'industrialisation de l'agriculture, puisqu'on a des vaches qui historiquement avaient plutôt tendance à manger que de l'herbe, aujourd'hui mangent beaucoup de maïs. Et l'autre conséquence de ce type d'alimentation, c'est qu'il faut compenser le fort pouvoir énergétique de cette alimentation par de la matière azotée qui est forcément importée depuis sous forme de soja, donc issue de la déforestation, etc. Donc je pense que vous connaissez cette problématique-là. Donc aujourd'hui, donc les matières organiques, quelle que soit l'origine, elles sont transformées en biogaz qui est composé de méthane et de CO2. Donc pour pouvoir valoriser, donc la méthanisation, il y avait deux types de valorisation pour le commercial. Donc soit les gens, aujourd'hui, ce qu'ils développent le plus, c'est des méthanisations qui injectent le gaz directement dans les canalisations des réseaux de distribution. Donc on a ce qu'on appelle méthanisation en injection directe. Les premiers modèles de méthanisation, c'était plutôt des méthanisations avec... ils brûlaient le gaz avec des moteurs classiques, j'allais dire diesel, des moteurs à combustion qui brûlaient du gaz et qui faisaient tourner des génératrices pour produire de l'électricité, et laquelle électricité était revendue, non pas j'aurais tendance à dire à EDF, GDF, maintenant c'est plus du tout ça, mais aux opérateurs de l'électricité. Et donc c'était des équivalents qui étaient vendus. Aujourd'hui, donc ce premier procédé était peu performant au niveau énergétique, puisqu'il y avait déjà des pertes au niveau de cette transformation, d'une part. D'autre part, des problèmes techniques importants. Les moteurs avaient beaucoup de mal à tenir, puisque c'était des moteurs qui tournaient 24 heures sur 24. Ça avait beau être des moteurs soi-disant prévus pour, etc. Donc il y a quand même beaucoup d'unités de méthanisation qui ont eu des problèmes techniques avec ce type de technologie. Et puis le fait aussi qu'elle était beaucoup moins... Il y avait une perte très importante au travers de cette transformation en électricité. Et donc quelquefois c'était associé à des réseaux de chaleur, donc il y avait récupération de la chaleur, mais pas toujours, donc une perte énergétique importante. Aujourd'hui, ce qui se fait et ce qui est préconisé, c'est injection directe, donc qui nécessite en termes d'implantation, soit d'implanter les unités de méthanisation près des réseaux de gaz, ou à l'inverse, de construire spécifiquement des réseaux de gaz pour aller à l'unité de méthanisation. Donc, quel type de méthanisation aujourd'hui, avec le plan qui a été mis en place par le FOL, entre autres, on n'a plus des méthanisations de type fermière, disons, à l'échelle d'une exploitation, mais on a des méthanisations qui se mettent en place soit par le biais de regroupement d'exploitation, ou sur de très grosses exploitations déjà, qui ont un potentiel de transformation de fumier, etc. important. Le plus souvent, on essaie d'y associer quelquefois des déchets de l'industrie, des abattoirs par exemple, puisque les déchets de graisse, etc., les déchets d'abattoirs ont un pouvoir méthanogène assez important, les graisses animales entre autres. Et puis on essaie d'y ajouter des huiles, etc. Et puis quelquefois des collectivités. Donc là c'est pour essayer de construire quelque chose de vertueux. Mais là il s'avère en fait que la réussite des projets techniques, elle se fait s'il y a souvent des plans
des cultures dédiées, ce qu'on appelle des cultures dédiées à la méthanisation. Donc le plus souvent du maïs, qui est la plante actuellement qui est la plus aisément cultivée dans nos régions et qui correspond le mieux au jour d'aujourd'hui, pour compléter les autres déchets, enfin le fumier entre autres, ou les lisiers, ou d'autres déchets des collectivités, etc., mais qui ne sont pas en quantité suffisante. Et donc on assiste avec la mise en place de ces unités de méthanisation à un fort développement des surfaces en maïs sur tout le territoire, en particulier forcément autour de... Et le maïs, ces cultures-là ont la capacité... il est possible de les transporter. Donc déjà, l'agriculture est déjà équipée pour faire des kilomètres avec des bennes des tracteurs, des remorques ou des camions avec des bennes d'ensilage de maïs. Donc il y a les outils techniques pour alimenter ces usines. Donc je disais donc qu'on transforme de la matière organique en biogaz, on l'épure du CO2 pour faire du méthane, lequel méthane est soit maintenant le plus couramment injecté directement dans les réseaux de gaz, ou alors il est brûlé. Et après, ce méthane va dans nos maisons, dans les réseaux, et forcément une nouvelle fois brûlé, est brûlé comme le gaz, et dégage une nouvelle fois du CO2. Donc cette technologie rejette, on peut dire, deux fois du CO2, une fois à l'épuration et une fois à sa combustion. Donc c'est quand même un élément qu'il faut retenir. Donc, ce qui reste après comme déchet, c'est ce qui s'appelle le digestat. Donc le digestat, c'est soit liquide, soit solide, ou les deux, et donc qui lui est ensuite répandu sur les sols. Donc là aussi, il y a une autre problématique qui va se poser. Parce que ce digestat, il est relativement il reste à peu près 15 à 20% d'azote, mais il y en a 15 à 20% d'azote qui reste avec le digestat est combiné sous forme organique, et le reste est sous forme ammoniacale. Donc avec le digestat, on produit beaucoup d'azote ammoniacal, donc qui forcément se dégage dans l'atmosphère sous forme de particules fines. Donc la problématique des particules fines qu'on commence à prendre en compte à tous les niveaux. La méthanisation ne résout absolument pas ce problème-là, au contraire l'accentue au travers du digestat. Quand on épand le digestat sous sa forme ammoniacale. Après, il y a plusieurs façons d'épandre les digestats, comme les lisiers. Il y en a qui les ont. Soit aujourd'hui, en général, les gens qui ont investi dans des unités de méthanisation ont investi aussi du matériel adéquat avec ce qu'on appelle des enfouisseurs. Donc, c'est-à-dire le gaz, le lisier ou le liquide n'est pas épandu à la volée ou avec des asperceurs derrière les tracteurs, mais il est enfoui directement dans le sol. Donc on réduit un peu quand même la diffusion de l'ammoniac, de l'azote sous forme ammoniacale, mais néanmoins, qu'elle soit enfouie ou on retarde, on ne fait que retarder le problème, mais on réduit un peu les nuisances quand même au niveau factif, etc. Donc ça c'est là au niveau de la technologie. Est-ce qu'on peut dire que c'est renouvelable? Alors, à l'origine, quand on avait comme souci de transformer des déchets, etc., on pouvait dire que c'était une énergie renouvelable. Dès lors qu'aujourd'hui, la technologie fait qu'on dédie des cultures spécifiques à la méthanisation, ça n'est plus du tout une énergie renouvelable, puisqu'il y a forcément, pour mettre en culture des hectares de maïs ou d'autres plantes, on utilise du carburant, on utilise toutes sortes de... Alors, ils n'utilisent plus d'engrais chimiques, puisqu'ils valorisent les digestats, mais il y a aussi des produits de traitement, etc. C'est des cultures, elles sont forcément, en général, conduites comme les cultures pour l'alimentation animale, donc avec traitement, etc. Donc des intrants qui sont utilisés pour ces cultures-là, qui sont ensuite dédiés, donc du coup, c'est plus, on ne peut pas parler de quelque chose qui est renouvelable, quoi. Donc le rendement énergétique en général de la méthanisation, il est à peu près de l'ordre de 1. C'est-à-dire que
bon an, mal an, sur l'ensemble des unités de méthanisation qu'on a en France, on consomme autant d'énergie que ça n'en produit. Donc d'un point de vue énergétique, c'est une aberration. Donc pourquoi est-ce que... Mais bon, ça a été porté et développé politiquement parce que c'était une solution technique pour les excédents d'azote, etc., dans des régions... on connaît, c'est un peu moins prégnant en Normandie, mais en Bretagne, ils savent pourquoi faire de leur merde entre guillemets, donc il faut bien résorber tout ça. Donc la méthanisation pouvait être une façon de réduire les quantités de lisier et de fumée à épandre. Donc les exploitations agricoles ont toutes des plans d'épandage avec des quantités maximales à épandre par hectare, des registres, etc. Et donc dès lors qu'on a une porcherie industrielle ou même un gros élevage avec beaucoup d'achats extérieurs sur peu de surface, on n'a pas assez de surface sur son exploitation pour répandre l'ensemble de ces déjections, donc il faut trouver des surfaces aux alentours, des plans d'épandage, etc., ce qui engendre d'ores et déjà dans les régions où il y a beaucoup de production hors sol, une pression foncière sur... les gens achètent du foncier ou cherchent du foncier uniquement pour leur plan d'épandage. Non pas pour avoir de la bouffe pour nourrir leurs animaux, mais pour pouvoir répandre leurs déchets. Donc la méthanisation peut être une solution, ça réduit le volume à épandre. Donc ça solutionne. Enfin, c'est pas comment. On avait un système agricole qui était à bout, et plutôt que de chercher comment le rénover ou changer de système, on a inventé quelque chose au travers de la méthanisation pour perpétuer ce système qui était à bout en déplaçant le problème en fait. Aujourd'hui, on a résolu les problèmes d'excédent au niveau des fermes concernées, mais après, on n'a pas résolu le problème de fond qui est la production agricole à outrance, qui, entre autres, dans le porc, mais le porc ou la volaille par exemple, qui est basé sur l'importation de céréales et de soja entre autres, et après de l'exportation de viande, parce qu'on a trop le processus industriel de l'agriculture, il n'est pas remis en cause avec la méthanisation, au contraire, ça le conforte. Et ça au travers de beaucoup d'argent public. Donc, concernant le rendement énergétique, par exemple, quand je dis qu'il est égal, il faut savoir que par exemple, si on produit en production laitière, puisque je connais mieux, il y a une différence de 1 à 5 en termes de consommation d'énergie pour produire du lait, 1000 litres de lait par exemple, dans une exploitation laitière de type industriel, c'est-à-dire des vaches qui ne sortent pas, donc on amène toute l'alimentation à l'auge dans un bâtiment. On a tout un système de mécanisation pour la traite, on a tout un système de mécanisation pour gérer les effluents d'élevage, enfin les lisiers, les fumées, etc. Et donc pour produire ce type de lait, le même volume de lait dans une exploitation comme celle-ci, on consomme 5 fois plus d'énergie que dans une exploitation laitière de type herbagère, comme on a encore en Normandie, c'est-à-dire des gens qui ont des vaches qui vont pâturer, qui produisent moins de lait par vache, certes, mais si on ramène ça à l'unité de litres de lait ou des 1000 litres de lait produits, puisqu'on parle souvent en 1000 litres de lait en production laitière, il y a 5 fois moins de consommation d'énergie dans les systèmes classiques, traditionnels. Pour moi, c'est pas traditionnel, c'est plutôt... c'est novateur aujourd'hui d'avoir remis et de défendre des systèmes de production comme ceux-là. En termes agronomiques, très rapidement, donc c'est quand même pas sans conséquence. Donc je vous ai parlé du digestat et des problèmes d'azote ammoniacal. Le digestat aussi a un autre défaut en termes agronomiques, c'est qu'il accélère très fortement le cycle du carbone, quoi. Donc pour l'instant on n'a pas suffisamment de recul, puisqu'on peut considérer que le cycle du carbone normal, s'il n'y a pas de ce type de procédé, c'est sur une cinquantaine d'années. Là aujourd'hui, en transformant de la matière organique en méthane et en faisant retourner au sol sous forme de digestable, on accélère fortement le processus
le cycle du carbone. Et donc ça, on n'a pas encore le recul suffisant, mais on peut penser que ça va pas être sans conséquence. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que moi, j'essaye de faire au mieux avec le peu de connaissances que j'ai sur la question. Est-ce que ça pose question déjà? Ouais. Ouais. Moi, j'avais entendu dire que ce plan de fait, alors, ça entraînerait cultiver la valeur de 2 départements français pour pouvoir alimenter. C'est à peu près ça. Entre 2 et 3, ça dépend quel département, effectivement. C'est l'ordre d'idée. Est-ce que tu peux répéter ce qui est dit pour que ça puisse passer, sinon ça va pas. La question est, est-ce que j'avais entendu dire que le plan Le Foll allait engendrer le fait de dédier l'équivalent de deux départements français à des cultures pour alimenter les méthaniseurs. Donc effectivement, c'est à peu près cet ordre d'idée-là. C'est entre au moins 2 départements, voire 3, qui, en termes de surface agricole, quand les 1000 méthaniseurs seront en place, seront dédiés à des cultures dites énergétiques, enfin des cultures dédiées pour alimenter les méthaniseurs. Donc il y a 2 types de cultures. J'ai parlé du maïs, donc, qui est la principale. Il y a aussi ce qu'on appelle les cultures intermédiaires à vocation énergétique, les cives. Donc c'est un cive, c'est un, comment on appelle ça, je me rappelle, enfin, des sigles qu'on utilise en agriculture, qu'on peut opposer à ce qu'on appelait les cipans. Donc les cipans, c'est les cultures intermédiaires pièges à nitrate. Donc par exemple, aujourd'hui en agriculture, on ne peut plus laisser de sol nu. Donc l'hiver, entre 2 cultures, par exemple, si on fait un exemple classique, 2 années de maïs, donc le maïs, ça s'implante au printemps, ça se récolte à l'automne. Et autrefois, on laissait les terres nues l'hiver, donc on ne faisait rien. Et donc, il y a le fait de ne pas avoir de culture, etc. Et donc quand il y a des pluies, des forts ruissellements, et puis il y a les nitrates, il n'y a plus de pièges à nitrates, donc qui sont dans le sol, et donc ils s'en allaient dans la nappe. Donc aujourd'hui, il est obligatoire d'avoir soit une interculture, donc sous forme de pièges à nitrates, donc ça peut être des crucifères, etc., qui sont implantés après la récolte du maïs, et puis qui sont détruites pour être réintroduites, enfin détruites sur place, non exportées, et qui apportent à nouveau de la matière organique dans le sol. Donc elles ont un double effet, c'est qu'elles avaient l'avantage d'éviter d'avoir des sols nus et piéger les nitrates, et d'autre part de réincorporer de la matière organique pour la culture suivante. Donc aujourd'hui, dans ceux qui pratiquent la méthanisation, eux, plutôt que d'avoir des sols nus ou d'avoir un temps où il n'y a pas de culture rentable, si je puis dire, ils implantent des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Alors, donc si c'était à la rigueur une seule culture entre 2 cultures principales, donc 2 cultures dites vivrières ou nourricières, que ce soit pour nourrir les animaux ou pour nourrir les hommes, si c'est des céréales directes qui servent à l'alimentation humaine, aujourd'hui ils implantent une culture non vivrière à vocation énergétique pour alimenter les méthaniseurs. Donc, sauf qu'aujourd'hui, ce qui se développe de plus en plus, donc normalement c'est limité à la réglementation, limite à 15% la part des cultures dédiées qui sont apportées dans un méthaniseur. Donc c'est-à-dire c'est soit 15% de maïs, soit 15% de maïs plus culture intermédiaire. Ça c'est la réglementation. Donc tout le monde aujourd'hui, tous ceux qui ont un projet de méthanisation, quand ils déposent leur projet, il y a toujours 15% de culture dédié, donc en termes de tonnage, 15% des apports en termes de tonnage. Donc ça fait X hectares suivant la taille du méthaniseur. Donc des méthaniseurs assez importants, ça peut être 2 à 300 hectares de culture pour un méthaniseur. Des gros méthaniseurs collectifs ou voire individuels, il peut y avoir jusqu'à 2 à 300 hectares pour un seul méthaniseur de culture de maïs par exemple. Donc la limite donc je voulais parler du problème les conséquences en termes de rotation et de mise en culture sur l'exploitation, les cultures intermédiaires à vocation énergétique. Aujourd'hui, ils mettent en place 2 à 3 cultures intermédiaires, parce que ce n'est pas des cultures complètes,
sur le cycle d'une année. Donc il peut y avoir une céréale qui est implantée à l'automne, récoltée très tôt avant la maturité, une céréale. Donc les céréales, normalement, c'est en ce moment qu'on les récolte à maturité. Là, on est même un peu en retard cette année, mais en gros, à l'été, juillet, août, on récolte les céréales. Là, quand ils font des cultures intermédiaires, ils les récoltent au printemps, fin du printemps, donc pas maturité, peu importe, pour ensuite les stocker et les mettre dans le méthaniseur, parce qu'ils ont encore un pouvoir méthanogène important, même s'ils ne sont pas de maturité. Puis il n'y a pas besoin de... Quand on doit stocker des céréales pour demain, pour ensuite qui servent à l'alimentation animale ou humaine, il faut se donner moins qu'ils soient bien secs et pour se conserver, etc. Là, du tout, il n'y a pas du tout ce problème-là. Et derrière, ils font une seconde culture, un maïs par exemple, en mai, qui est implanté en mai, qui lui-même n'arrivera pas à maturité à l'automne. Mais bon, il y aura du volume pour alimenter la machine et ainsi de suite. Donc on peut avoir 3 cultures en une année grâce à ces cultures à vocation énergétique. Donc c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas dans l'agriculture. On faisait classiquement une culture par an avec peut-être quelque chose entre deux. Et là aujourd'hui on a complètement, y compris accéléré le rythme de culture sur des sols qui forcément vont tout ce qui est en termes d'épuisement des sols, etc. On va accélérer le processus, quoi. Donc on accélère le cycle du carbone au travers de la méthanisation, mais on accélère également le processus, moi que je qualifie d'épuisement des sols avec ces cultures intermédiaires. Donc, et ça c'est autorisé par la réglementation pour pour assurer la rentabilité en termes de production de gaz de ces unités de méthanisation. Vous avez une question ? Ah bah, forcément, mais bon. Donc la question c'est est-ce que le fait de faire plusieurs cultures sur une même année, est-ce qu'il y a le risque d'épuisement des sols? Forcément. Donc à la différence donc, des cultures traditionnelles où on apporte les éléments, la nourriture aux plantes au travers soit de fumier ou d'apport organique, fumier, etc., ou chimique, des engrais organiques ou des engrais minéraux. Donc là, les gens qui procèdent à la méthanisation argumentent le fait qu'ils diminuent l'utilisation d'engrais minéraux. Donc c'est un procédé vertueux pour eux au sens écologique, puisqu'ils diminuent la consommation d'engrais minéraux, qui pose effectivement un problème énergétique, etc., environnemental quant à la production et à la façon dont c'est fait, à la façon après dont ça se diffuse dans les sols. Donc, mais la production de digestat qui évite l'utilisation d'engrais minéraux, la diminution des engrais minéraux achetés, c'est peu par rapport à tout le reste, quoi. Parce que c'est pas les consommations d'engrais sont importantes à l'échelle d'un pays comme la France, mais à l'échelle d'une exploitation qui met en place la méthanisation, ça représente peu par rapport à toutes les conséquences, même au bilan énergétique et au bilan sur l'exploitation. Mais donc ça, c'est évident que là aussi, on n'a pas de recul, puisque la méthanisation en Allemagne, où il y a un peu plus de recul, où on a un retour en arrière sur la méthanisation, d'ores et déjà en Allemagne, sous la pression, d'une part d'un point de vue technique ou technologique, mais aussi la pression environnementale qui est forte et qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement, les pouvoirs publics allemands ont réduit les soutiens financiers à la méthanisation, donc la méthanisation ne se développe plus de la même façon qu'elle s'est développée précédemment, alors qu'en France, on ne tient pas du tout compte de cette expérience-là et qu'on est encore en plein développement en termes de soutien à ce type de production. Donc, les conséquences sur le modèle, il y a l'aspect financier, sur le modèle agricole, donc quelles conséquences? Donc ça renchérit la difficulté d'accès au foncier. Aujourd'hui,
une des grosses difficultés à l'installation d'agriculture, quel que soit le type, quel que soit le modèle, hein, c'est l'accès au foncier. Que vous vouliez vous installer pour faire du maraîchage avec 2-3 hectares, ou vous vouliez vous installer en production laitière avec 50 hectares, ou en céréales avec 200-300 hectares, l'accès au foncier est toujours le problème. Donc aujourd'hui, le développement de la méthanisation entraîne une course effrénée au foncier, puisque quand il faut 200 ou 300 hectares pour une unité de méthanisation de maïs, c'est souvent en supplément des productions existantes. Hein. On n'arrête pas au moins dans un premier temps, on n'arrête pas par exemple la production porcine ou la production laitière, dont on a à gérer les effluents quand on met en place une méthanisation, donc on a besoin d'hectares supplémentaires. Donc on assiste d'ores et déjà à une augmentation du prix du foncier dans les régions concernées. Hein. On peut autre conséquence, c'est l'augmentation du prix des matières premières. Donc, la paille, le maïs sur pied. Bon, par exemple, un maïs sur pied, ça se vendait aux alentours de 1000-1200 euros l'hectare dans la région, à la récolte. Aujourd'hui, avec les méthaniseurs, achètent 2000 euros l'hectare, par exemple. Donc des années comme l'an dernier, où il y a cette année, ça va être plus facile, mais l'an dernier, il y avait des problèmes de sécheresse, donc de stock fourragé sur les exploitations. Bah, les gens qui ont des vaches laitières ou des animaux à nourrir et qui ont l'habitude d'acheter du maïs sont forcément directement en concurrence avec les unités de méthanisation qui, elles, achètent deux fois, en gros, une fois et demie à deux, le prix du marché classique. Donc aujourd'hui, le prix du marché du maïs, il a forcément évolué, de la même façon que le prix du foncier. Donc ça, c'est une des conséquences. Donc il y a aussi les conséquences en termes de voisinage que tout le monde connaît là-dessus. Donc les problèmes d'odeur, ça c'est clair. Hein. C'est pas complètement étanche, loin de là. La méthanisation. Donc le méthane, il est stocké en général dans des grands murs en béton et sous une bâche. Et l'étanchéité des bâches n'est pas à 100%. Il y a souvent des problèmes. On peut considérer qu'en France, il y a un ou deux incidents ou accidents par semaine avec la méthanisation. Bon, c'est sûr que si on compare avec la technologie nucléaire, c'est sans risque, hein, la méthanisation, puisque c'est moins. Ça peut exploser, effectivement, ça peut faire quelques dégâts, mais les conséquences sont infimes si on compare à d'autres types d'énergie, mais néanmoins, c'est pas on ne peut pas dire que ce soit sans conséquences en termes d'odeur, en termes de transport, puisque la méthanisation s'accompagne forcément, dès lors qu'on met à un endroit donné, généralement en zone rurale, puisque maintenant la réglementation exige une certaine distance vis-à-vis des maisons d'habitation. C'est pas encore figé, c'est encore en débat, mais je crois qu'il est question de 300 mètres ou un truc comme ça. Auparavant, c'était inférieur, mais là, apparemment, la réglementation va évoluer sur la distance. Mais néanmoins, c'est souvent des petites routes qui ne sont pas adaptées au transport, puisque une unité de méthanisation, c'est des apports réguliers de matières premières qu'on amène au digesteur et en retour de digesteur. Donc par exemple, il y a une unité qui est relativement importante qui s'est créée à Vire, là, je ne sais pas si vous avez dans la région. Donc il y a des balais incessants tous les jours de tracteurs qui amènent de la matière première au digestat et qui retournent. Il y a des tonnes alizés qui tournent tous les jours et par tous les temps. Alors que par exemple la réglementation pour répandre des lisiers, etc., ou des fumiers en agriculture, il y a des périodes où c'est interdit. Là, le méthaniseur, il tourne toute l'année, donc il faut épandre le digestat toute l'année, quelles que soient les conditions météorologiques. Donc, avec des conséquences pour la structure du sol, mais ça, peu importe. La structure du sol, c'est l'exploitant qui reçoit les digestats qui le gère, c'est son problème, je dirais, mais c'est quand même pas sans conséquence. Mais par contre, en termes de ruissellement, tout le monde va le récolter, puisque dans les périodes où il pleuvait énormément, là, comme on a vu ces dernières semaines, quelle que soit la forme d'épandage du digestat, il y a forcément un retour, il y a forcément du ruissellement. Donc la conséquence, j'ai dit,
le maïs plus. Donc, quelle est la conséquence d'avoir du maïs? Donc, c'est un mode d'agriculture quand même de type industriel, hein, donc des champs de plus en plus grands, des machines de plus en plus importantes. Le maïs, c'est pas du maïs bio qu'on met dans les méthaniseurs, hein, c'est du maïs classique avec des semences hybrides, des OGM. Enfin, c'est la tentative. C'est pas, pour l'instant, il n'en est pas question, mais forcément, ce sera forcément d'emblée adapté à ce genre de trucs, des produits de traitement, etc. Donc une utilisation plus intensive de tous ces produits qui sont quand même pas favorables à l'environnement et à la santé humaine. Donc ça, c'est la modification de l'agriculture liée à ce type de procédé qu'est la méthanisation. Il y avait une question? Oui. J'avais cru comprendre qu'il y avait une législation qui était passée, il y avait que 15% de ce qui allait dans le méthaniseur qui était autorisé à ne pas être des déchets. Tout à fait. Ça, c'est la réglementation. Mais elle n'est pas respectée. Elle est toujours d'actualité et dans tout, enfin, je l'ai dit tout à l'heure que dans toutes les présentations des plans ou des projets de méthaniseurs, c'est toujours 15% de cultures dédiées. Ce que j'appelle les cultures dédiées, c'est soit des cultures intermédiaires ou du maïs. Et donc dans la présentation du plan, il y a toujours 15%, mais dans la réalité, personne ne va vérifier au jour le jour. Il n'y a pas de contrôle. Assez peu. Il y a une consultation publique qui vient d'avoir lieu à côté de Louviers, qui va lancer par mars bientôt. Consultation parce que je crois que c'est en dessous de 40 000 tonnes. Ouais. Ça dépasse un stade, ça peut... Oui, je vais l'expliquer. Ouais. Ça passe en enquête publique, mais là, c'est en dessous de 40 tonnes, je crois que c'est une simple déclaration. Ouais. Et quand on fait le total alors, il me semble que l'ensilage de maïs, les 6 bœufs d'été, les 6 bœufs d'hiver et l'ensilage d'herbe, tout ça, je pense que c'est des cultures liées. Oui. On arrive à 66,4%, donc les 2 tiers du tonnage des intrants. Donc ça semble complètement par rapport à 15%. Non, mais donc la question, elle est sur une enquête publique concernant un projet. Et dans le projet, il y aurait 66% des matières qui sont incorporées dans le méthaniseur qui seraient des cultures. Donc il faut distinguer, au sens de la réglementation, les cultures principales, donc par exemple une culture de maïs, et des cultures intermédiaires qui ne sont pas considérées comme des cultures principales. Donc les CIV, les CIV, cultures intermédiaires à vocation énergétique, ne sont pas considérées comme étant les cultures principales, mais des cultures intermédiaires. Mais donc si on fait une culture intermédiaire entre 2 cultures principales, effectivement c'est une culture intermédiaire. Mais si on en fait 2 ou 3 dans l'année, c'est plus des cultures intermédiaires en termes de production principale. Mais en fait, on détourne la réglementation de cette façon-là. Vous avez parlé de production de méthane qui vous ajoutez dans le revenu. Est-ce que vous pouvez donner un chiffre concernant qu'est-ce que ça représente par rapport à l'énergie dépensée en France? Qu'est-ce que ça représente la méthanisation? Et aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Non, c'est de l'ordre de quelques pourcents, hein, c'est moins de 10%. Ce que représente la méthanisation aujourd'hui, enfin les gaz produits par la méthanisation en quantité introduite réinjectée dans le réseau de gaz, qu'est-ce que ça représente? Ça représente aujourd'hui, je crois que c'est 5-6%. Du réseau de gaz seulement, même pas oui. De l'énergie totale. Oui, parce que puisqu'aujourd'hui la plupart des nouvelles unités qui sont construites sont en ce qu'on appelle l'injection directe, puisque c'est quand même là que c'est le plus rentable. Je vais y revenir sur le prix de rachat, les politiques publiques qui accompagnent la méthanisation et pourquoi ça se développe. Parce que c'est quand même important. S'il n'y avait pas de politique publique d'accompagnement financier de cette technologie, il n'y aurait pas de méthanisation. C'est clair. Et donc c'est relativement peu aujourd'hui, mais bon,
ça se veut répondre au pourcentage des énergies renouvelables dans la part des énergies produites en France. Donc, même si le fait de produire des cultures, en soi, c'est pas une énergie destinée à alimenter les méthaniseurs, c'est pas une énergie renouvelable pour moi, mais bon, le législateur qualifie ça de l'énergie renouvelable, de part des énergies renouvelables dans la quantité des énergies produites, donc pour substituer au nucléaire par exemple. Et sur les méthaniseurs du plan, on est à combien à peu près? Ah, aujourd'hui, je crois qu'on est de l'ordre de 200 ou 300, je crois, qui sont installés. Mais par contre, dans les tuyaux, il y en a plus de 1000. En termes de projets, aujourd'hui, on a beaucoup plus de... alors tous ne vont pas aboutir, sans doute. Enfin, je sais par exemple, moi je ne suis pas de Saint-Lô, il y en avait sur une commune à proximité de Saint-Lô, Saint-Gilles, si vous connaissez, sur l'axe Saint-Lô-Coutances. Il y avait 2 projets sur la même commune. Donc là, les 2 viennent d'échouer, entre autres parce que il y a un château pas loin, donc ça a fortement contribué au fait que ça échoue. Et puis il y a eu une forte pression locale, et donc les deux projets ont été retoqués. Mais il y avait quand même, en termes d'aberration technologique et y compris de risque, deux unités de méthanisation à 3 km l'une de l'autre. Donc, par exemple. Donc celles-ci ont été retoquées, donc ça fait partie des... Je crois qu'il y avait, j'ai lu là, il y avait 1100, entre 1100 et 1200 projets dans les tuyaux il y a quelques mois. Mais bon, il y en a beaucoup qui ça se met en route de façon assez importante quand même. Donc on va être au-delà du... Si tous les projets aboutissent ou si tous les porteurs de projets continuent à mettre ça en place, on sera au-delà des 1000. S'il n'y a pas de pression citoyenne, s'il n'y a pas de mobilisation, si on ne fait rien, c'est sûr que c'est pas le législateur aujourd'hui qui va entraver les 1000, la réussite du projet des 1000 méthaniseurs. Et au niveau du prix, alors donc, si vous dites que si les personnes qui ont un méthaniseur peuvent acheter le maïs ou d'autres cibles plus chères, ça veut dire que donc c'est intéressant, parce que ça demande des investissements, vous allez dire, vous avez dit, pour les méthaniseurs eux-mêmes, pour remplir tout ça. Donc malgré les investissements et donc malgré les gens ils arrivent à acheter plus cher, ça veut dire que c'est rentable pour l'exploitation. Tout à fait. Par exemple, si on prend, j'avais un exemple d'une exploitation laitière assez importante, puis quand j'ai les exploitations qui mettent, enfin, la question c'est sur la rentabilité des, pardon, il faut que je m'habitue à reformuler la question pour l'appareil, la question sur la rentabilité des unités de méthanisation, puisque les méthaniseurs ont la capacité d'acheter des matières premières plus chères, c'est donc qu'ils ont des résultats, enfin des produits financiers, parce que les résultats c'est autre chose, qui leur permettent d'acheter la matière première assez chère, effectivement. Si on prend l'exemple d'une exploitation laitière assez importante, de l'ordre de 200 à 250 vaches, on considère qu'en termes de chiffre d'affaires, la méthanisation c'est le même, issu d'une exploitation comme celle-ci, c'est à peu près le même chiffre d'affaires que la production laitière, sur une exploitation type par exemple. Donc ça veut dire que... Pourquoi ? Parce que le prix de rachat du gaz, enfin du méthane, ou de l'équivalent méthane, ou de l'équivalent du kilowatt, est fortement subventionné, puisque quand on est sur un marché du gaz qui est à 20 euros de la tonne, je crois, l'équivalent pour la méthanisation, c'est 120 euros en prix de rachat. Donc il y a à peu près 100 euros d'aide publique. Donc, par rapport à un produit de 120 en termes de prix de rachat. Donc ça, c'est les politiques d'aide, d'incitation à cette filière-là au travers du plan 1000 méthaniseurs qui avait été mis en place par le FOL. Donc ça, c'est une politique de soutien en termes de rachat, d'une part. Donc ça, c'est quand on reconvertit l'ensemble des aides au fonctionnement. Il y a aussi des politiques de soutien en termes de construction. Donc par exemple en Normandie, la mandature précédente du Conseil régional, qui est la même que celle de maintenant, en termes de majorité politique, avait voté un plan de soutien à la méthanisation. Donc avec qui mobilisait
crois que c'est 25 à 30% du budget dédié à l'agriculture, de la part du conseil régional. La conséquence directe, ça a été la fin des aides au maintien à l'agriculture biologique, qui était auparavant financée par le conseil régional. Puisqu'il y a plus le budget n'était plus suffisant. Enfin, le budget agricole était pas exponentiel, donc ils ont préféré subventionner la méthanisation en termes d'aide à l'investissement. Là, c'est en termes d'aide à l'investissement dans le cadre des, comment on appelle ça, des PCAE, des programmes, je ne sais plus ce que veut dire ce cycle, mais enfin des projets de modernisation des exploitations agricoles, en gros. Donc c'est les aides de la région à l'agriculture. Ça peut être des aides de petits investissements pour du matériel de binage, par exemple, pour se substituer au traitement chimique pour les agriculteurs bio, par exemple, mais c'est aussi des aides pour rénover tout le parc de pulvérisateurs. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup maintenant sur les routes des les pulvérisateurs, c'est les appareils qui sont destinés à épandre les produits de traitement. Et bien, ces appareils-là ont tous été rénovés dans les exploitations parce qu'il y a eu des aides de la région, par exemple. Donc on peut dire que c'est un moindre mal, mais bon, c'est pas forcément un mieux pour l'environnement. Et donc, dans ces cadres-là, il y a aussi des aides à l'investissement sur des bâtiments d'élevage et sur la méthanisation. Donc des aides qui peuvent aller, suivant ces multicritères, et qui peuvent aller jusqu'à 40%. Donc il n'y a pas de plafonnement en termes de montant. Donc globalement, on peut considérer que sur l'ensemble des projets de méthanisation, c'est à peu près 20% d'aide à l'investissement sur un projet de méthanisation. Et donc ça représente à peu près 600 000 € par méthaniseur, en moyenne en France, les aides publiques. Donc un méthaniseur, c'est 2-3 millions d'euros, hein, en moyenne à peu près, en termes d'investissement. Est-ce qu'il y a un risque que les agriculteurs et la folie des vendeurs qui s'endettent beaucoup trop par rapport à la méthanisation? Non, mais le risque d'endettement, il est clair. C'est forcément. Enfin, ceux qui portent ces projets-là n'ont pas forcément l'autofinancement, donc ils empruntent. Mais à la différence des autres investissements dans l'agriculture, les banques ne rechignent pas à financer la méthanisation. Donc c'est des forts taux d'endettement, des gros niveaux d'endettement. Il y a très peu, la part des apports de l'autofinancement des structures qui portent ça est très très faible. Hein. Parce que quand vous avez sur des projets à 2 ou 3 millions d'euros, même si vous autofinancez 100, 200 000 €, c'est déjà beaucoup pour une exploitation agricole, c'est peu, alors que pour tout autre projet agricole, il faut toujours avoir une part d'autofinancement qui est en général au minimum de 20% par exemple, et là on n'y est pas du tout. Mais les banques là-dessus, elles suivent à fond la caisse. Pourquoi? Parce qu'il y a pour l'instant, il y a une garantie par le législateur sur le prix de rachat de 15 ans. Alors pour la petite histoire, sur le photovoltaïque, donc là qui est une énergie renouvelable cette fois, donc qui peut avoir d'autres conséquences, mais qui, en termes énergétiques, en tout cas est complètement renouvelable. Il y avait eu le programme de développement du photovoltaïque, là aussi avec des contrats de rachat sur 20 ans. Le problème à l'époque, c'est qu'il n'y a pas eu de limite au tout départ, c'était 60 centimes le kilowattheure. Aujourd'hui, on est plutôt le prix de rachat sur les nouveaux contrats, il est de l'ordre entre 13 et 17 centimes, ça dépend des systèmes. Mais c'est des contrats de 20 ans, sauf qu'aujourd'hui, le législateur va revenir en arrière sur les grosses installations et prévoit de ne pas obtenir les engagements sur le prix de rachat de l'électricité photovoltaïque. Ça, c'est pas encore voté, mais c'est dans les tuyaux. Donc moi, après le lobby qui soutient la méthanisation et celui qui soutient le photovoltaïque n'est pas le même, hein, est beaucoup moins puissant que tout le lobby agroalimentaire qui est derrière la méthanisation, parce que c'est une solution pour faire perdurer un système qui s'il n'y avait pas des piliers économiques, des béquilles comme celle-ci pour soutenir on ne peut plus appeler ça des exploitations agricoles, des entreprises agricoles qui sont en difficulté financière ou qui n'ont pas de rentabilité suffisante, et mettre en place une méthanisation pour retrouver de la rentabilité économique, parce que c'est soutenu financièrement par les pouvoirs publics.
question. Il me semble, au fur et à mesure des conférences, que ce qu'on voit, c'est le problème vient plus de la systématisation de certaines réponses que de ces réponses en elles-mêmes. C'est-à-dire que la mécanisation en soi n'est pas forcément mauvaise, c'est la manière dont c'est fait, la manière dont ça manque de régulation, et que là, le problème, c'est principalement les grosses exploitations agricoles avec lesquelles on a le même problème par rapport aux Monsanto, aux pesticides, etc. Et que Nitrate. si on regardait le problème autrement et qu'on régulait davantage, il y aurait éventuellement des solutions à trouver. Donc la question porte sur le fait que c'est pas la méthanisation en tant que telle qui est un problème, c'est la politique qu'il y a autour et la systématisation des outils importants qui sont non régulés, qui font que la méthanisation devient un problème alors qu'en soi, c'en est pas un. C'est ce que j'ai dit au départ, c'est que essayer de valoriser des déchets de la matière organique, etc., ou des déchets industriels ou des déchets ménagers, c'est vertueux, mais c'est l'utilisation qui en est faite et l'industrialisation de ce processus qui pose problème, parce que donc de fait, c'est pas accessible au plus grand nombre, même y compris s'il y a des productions agricoles qui sont en crise, quelle que soit la taille des exploitations, le prix du lait est le même à peu près pour tout le monde. Quelques différences près. Donc si on prend le secteur laitier ou le secteur porcin où la volaille n'est pas suffisamment rentable, il n'est pas suffisamment rentable quelles que soient les tailles d'ateliers. Mais par contre, les gros ateliers vont avoir cette capacité suffisante pour mettre en place des outils comme celui-ci. Alors, il faut aussi parler de l'aspect social, parce que souvent, on nous rétorque qu'un méthaniseur, ça crée des emplois, effectivement. Il y a souvent des grosses unités comme celle-ci, il y a forcément une ou deux personnes dédiées à cet outil-là, forcément, parce que c'est tous les jours, il faut alimenter la machine, faut apporter tous les jours de la matière au digesteur pour qu'il fonctionne en permanence. Donc forcément, il y a un système dans les grosses unités, des systèmes de permanence, des gens qui travaillent, qui se relayent, etc. Donc on peut dire que ça crée quelques emplois, mais au vu des investissements et des montants d'aide publique, c'est peanuts, alors que l'agriculture est déjà un des secteurs qui est le plus aidé au travers de la politique agricole commune, etc., par exemple. Donc ça renforce encore ce décalage d'un secteur économique par rapport aux autres secteurs économiques. Il y avait la question de la réglementation, effectivement, il y a trois types suivant la taille des méthaniseurs ou des unités, il y a trois types de réglementation. C'est en fonction du tonnage journalier, en fait, qui fait que soit il n'y a pas d'enquête, il y a enquête publique, la réglementation des installations classées, il y a trois catégories en fonction des apports journaliers. Donc les plus gros sont forcément dans le cadre des enquêtes publiques, mais les plus petits qui sont inférieurs à 40 tonnes, je crois, par jour, ou 30 tonnes par jour, ils sont dispensés de toutes ces enquêtes publiques, etc. Et il y a une situation intermédiaire. Il y a consultation, il n'y a pas de commissaire enquêteur, donc du coup, si on répond à la consultation, on n'a même pas de réponse aux objections qu'on fait. Il n'y a pas d'enquêteur qui récupère toutes les déclarations. Pour les plus petites unités. Pour les consultations. Mais aujourd'hui, ce qui se développe le plus, c'est quand même des unités de plus en plus grosses, au nom de l'efficacité, au nom de la rentabilité économique, forcément, puisque en faisant une unité plus grosse, on peut penser que l'investissement par rapport au l'équivalent kilowattheure produit est moins important. Donc il y a tout intérêt à se regrouper en termes de technologie, mais bon, ça c'est toujours le même problème de la fuite en avant. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui ferait une petite méthanisation à l'échelle d'une exploitation agricole,
ben, aujourd'hui, en termes de technologie, cette technologie est quand même relativement coûteuse, alors qu'il y a 20 ou 30 ans, il existait sur des fermes, petites fermes, des petites expérimentations en termes de méthanisation qui visaient à récupérer le méthane de c'était empirique, ça pouvait ne pas être complètement étanche, etc., et tolérer des fuites, alors que là, aujourd'hui, c'est quand même des outils. C'est un système où on force quand même mécaniquement la dégradation en aérobie d'un matière organique, donc forcément ça produit, il y a de la pression, donc c'est forcément en termes technologiques, beaucoup plus compliqué. Mais il y a un autre aspect, un autre risque sur la rentabilité, c'est qu'aujourd'hui, on commence à avoir un peu de recul, il s'avère que c'est quand même des usines. On compare ça à la panse d'une vache, hein, quelquefois en agriculture, ils disent que un méthaniseur, c'est une panse de vache dans laquelle il faut amener quelque chose à ruminer puis pour produire du méthane. Donc une panse de vache, c'est quand même très. Ça attaque tout. Hein, y a que, même c'est comme notre estomac, il n'y a que les parois de nos estomacs qui sont capables de résister à l'acidité, etc. Donc en termes mécaniques, c'est quand même compliqué. Très régulièrement, il y a des incidents technologiques ou techniques liés à l'usure au bout de quelques années quand même. Et les retours d'expérience des méthaniseurs, quel que soit leur point de vue, disent que les coûts de maintenance, etc., sont sous-estimés dans tous les projets. Ça ne remet pas forcément en cause la rentabilité économique du projet, mais c'est quand même à prendre en compte et à faire savoir à ceux qui ont des projets en la matière. Il y a autre frein peut-être sur lesquels qui pourrait conduire à décourager certains entrepreneurs, c'est la quotidienneté du système et des alarmes, quoi. C'est les gens qui ont des méthaniseurs, ils ont des téléphones dans la poche en permanence et ça sonne tout le temps. En termes de bien-être pour ceux qui mettent en œuvre ces trucs-là, c'est vraiment pas le top. Hein. En gros, le schéma d'agriculture industrielle, c'est des robots de traite en système laitier dans nos régions, avec un méthaniseur à côté. Et ben, il vaut mieux être deux pour avoir chacun son téléphone, hein, parce que ça sonne en permanence. Enfin, c'est bourré d'alertes, d'électronique, etc. Et dès qu'il y a un incident, il faut intervenir. Et les gens qui ont des méthaniseurs ou des robots de traite, ils sont en permanence sollicités. C'est difficile à remplacer, ça. On peut compter sur ces freins-là pour limiter un peu le développement. Enfin, le retour d'expérience de ceux qui en ont, c'est quand même. Ça, c'est assez compliqué à gérer. Oui. Ben, je t'ai cité le cas à Saint-Gilles, il y avait deux projets, pour l'instant les deux, le préfère toquer les deux pour l'instant. Dans l'état actuel des choses. Après, est-ce qu'ils vont refaire le projet, s'adapter, etc. J'en sais rien, mais comme il y a eu une forte mobilisation locale autour d'un château, donc c'est une faille qu'il fallait utiliser pour ceux qui ne voulaient pas ça, mais bon, il y en a d'autres, mais c'est possible. Non, parce que c'est pas trop mon secteur, mais il y en a partout, hein, des projets. Hein. Sur commencer, oui. Non, mais c'est bon. La mobilisation citoyenne se met en place, mais en face, forcément, il y a des réponses techniques, juridiques, etc., qui font que les gens font tout pour garantir leur projet. Puis il y a des moyens quand même financiers importants pour permettre d'être dans les clous en termes réglementaires et faire en sorte que ce soit acceptable en termes réglementaires et qu'il n'y ait pas
moyen de s'y opposer. Parce que c'est sûr que quand vous avez un projet à 2-3 millions d'euros, s'il y a 50 000 euros d'arsenal juridique pour assurer le projet, c'est rien. La réglementation de... Enfin, non, elle n'a pas abandonné, il y a un net ralentissement. Franco-français. Non, je pense que c'est... Ah ben, pour l'instant, c'est des politiques nationales. Enfin, nous, les aides qu'il y a dans le cadre du plan Le Foll, c'est vraiment une politique nationale. Après, à chaque fois, quand il y a, par exemple, financement régional, par exemple, c'est du cofinancement européen. C'est des fonds européens, des fonds de FEADER, fonds de développement, qui servent concrètement à soutenir les aides à la construction de la méthanisation, par exemple. Là, c'est du fonds européen, pour ce qui est des aides régionales, par exemple. Donc, la réglementation européenne n'empêche pas de participer à l'élaboration, à la mise en place de ces projets-là. Alors, je n'ai pas une connaissance suffisante. L'expérience qu'on a, le retour, enfin, ceux qui ont développé ça en premier, c'était l'Allemagne. Je pense que la problématique de l'élevage de type important, avec beaucoup de production d'effluents, c'est quand même... la France, la France et l'Allemagne étaient les deux pays avec des élevages importants. Si on prend les pays Benelux, où il y a une forte problématique d'effluents, de réduction de limitation des quantités d'azote, de phosphore maintenant, etc. Donc, à l'hectare pour les exploitations qui sont devenues, une contrainte est tout à fait justifiée. Dans ces pays-là, il y a une telle densité de population que c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. La France et l'Allemagne, à la différence par exemple de la Hollande, où il y a beaucoup de production animale, beaucoup de production laitière, elle est relativement intégrée là-bas dans le paysage, mais si on met des méthaniseurs là-bas, avec l'habitat, ça va être compliqué, par exemple. C'est plus ce frein-là qui fait que ces zones-là ne développent pas, que nous, en France, ou en Allemagne, il y a quand même des zones qui permettent... il y a toujours quelques habitations autour, mais il y a beaucoup plus d'espace pour mettre ces unités importantes en place. Je crois que en Europe, c'est à peu près ça, mais la réglementation européenne, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas non plus d'encouragement spécifique à la méthanisation. Je connais mal, je préfère ne pas trop dire de conneries. Je sais pas, je connais pas suffisamment le sujet. Est-ce qu'il y a des pays où c'est fait de façon intelligente? C'est ça la question. Il y a sans doute des expériences qui existent en la matière, mais dire que, en tout cas, s'il y en a, on s'en est pas aspiré. Oui. Ou d'incidents, parce qu'en nucléaire, on parle d'incidents. Ah si, il y a eu il n'y a pas très longtemps, il y en a eu, si ça arrive, c'est des pages locales malheureusement, mais ça arrive assez régulièrement que des
du digestat se déverse dans les rivières, par exemple, avec pollution de la rivière, le milieu ambiant, les poissons, etc., forcément. Donc ça, c'est d'emblée des poissons sur le dos, donc ça se voit. C'est ce type d'accident qu'il peut y avoir. Ça, c'est quand c'est des fuites liquides de digestat. Il y a tous les incidents en termes de fuite de bâches, par exemple, bâches percées, des bâches qui explosent, puisque c'est un digesteur, c'est des murs, hein, et puis un dôme avec une bâche plastique, donc qui est plus ou moins souple, qui résiste à la pression, et puis il y a tout un système de régulation de la pression à l'intérieur qui fait pour qu'il n'y en ait pas de trop pour pas qu'elle explose, et il arrive quelquefois que des bâches explosent, etc. Donc, en soi, c'est pas celui qui est autour, il n'y a pas de victime, mais ça ce qui est des outils technologiques qui sont censés capter le méthane pour le valoriser, libèrent tout d'un coup, par exemple. C'est ce type d'accident qu'il y a en termes dans l'exploitation. Et puis les problèmes d'accidents sur le digestat, quoi. Soit des accidents en termes quand les gens viennent pomper, ou des vannes qui lâchent, ou des murs qui lâchent, par exemple. Mais par exemple, là, c'est pas un accident, mais c'est un incident. Il y a une méthanisation, par exemple, dans la Manche, si vous connaissez, le CIVOM du Point Fort. Donc c'est le syndicat qui gère les déchets du centre-Manche, hein, les déchets ménagers. Et donc il y avait une unité de méthanisation qui était censée valoriser tous les déchets organiques. Là, c'est tout simplement un mur qui s'est écroulé, par exemple. Donc ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus, donc là, c'est pas un incident technologique grave, mais concrètement, l'unité ne marche plus. Il y a eu de l'argent public mis pour valoriser les déchets organiques des poubelles collectées dans le centre-Manche, à travers une unité de méthanisation qui devait produire par la cogénération, donc non pas de l'injection directe de gaz, là, mais des moteurs, ça faisait tourner des moteurs qui produisaient l'électricité. Et bien là, cette unité-là, elle ne fonctionne plus, et puis bon, le syndicat en question a d'autres problèmes, des graves problèmes financiers, il y a des prêts toxiques, etc. Ils n'arrivent pas à dépasser ça, donc ils sont dans l'incapacité de réparer. C'est en conflit avec les constructeurs, etc. Donc, mais il y a aussi ce type d'accident, par exemple. Un mur qui s'écroule. L'argent public, j'en ai parlé. Donc la rentabilité, donc le prix du rachat, donc c'est 1800. Ça dépend de la taille. Donc, c'est un peu plus cher pour les plus petites unités, c'est 18 centimes du kilowatt, ou 16 centimes du kilowatt. Les plus grosses unités supérieures à 250 kW. Et puis il y a aussi une prime de 4 centimes au kilowattheure pour ceux qui incorporent une certaine quantité d'effluents d'élevage dans les méthaniseurs. Donc, qui incite donc le prix de rachat incite à utiliser des effluents d'élevage. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours, dans une méthanisation, souvent, c'est lié à une exploitation agricole qui produit des effluents d'élevage. Mais moi j'ai fait le tour de ce que j'avais prévu essayer d'exposer, mais si on peut. Merci beaucoup. Ça dépend de. Je ne sais pas si ça répond à toutes vos questions, parce que je ne suis pas du tout. J'ai essayé d'apprendre un peu, mais. Non, mais c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Donc, ce que je disais, c'est au fur et à mesure de la marche, on voit, on entend différentes expériences